L'histoire de Vesoul ne compte plus les inondations provoquées par le Frépuy. Certaines furent bénéfiques. En 1557, alors que la ville était assiégée par les Prussiens du baron de Paulwiller, c'est un débordement du gouffre qui obligea les soldats ennemis à lever le camp et à renoncer à leur attaque. Mais depuis toujours, ces crues sont plutôt redoutées pour leur soudaineté et leur violence. Bien des Vésuliens se souviennent encore des inondations des années 50, où l'on dut circuler en barque dans certains quartiers de la ville. Le régime du Rhône lui-même en fut affecté, car le débit de son affluent principal, la Saône, avait atteint la côte d'Alerte. Le Frépuy, considéré jusque-là comme une simple curiosité naturelle, apparut dès lors comme un phénomène qu'il fallait à tout prix comprendre, à défaut de pouvoir le maîtriser. Dès son avènement en 1935, le Spéléo-Club de Vesoul, qui était alors une des toutes premières associations de ce genre, se donnait pour objectif de percer les secrets du gouffre. En septembre 1938, Nestor Glockner, premier président en exercice, effectuait une plongée à l'aide d'un masque respiratoire de sa fabrication. Sa tentative est évoquée par un spéléologue contemporain, Jean Morel. Glockner était certainement un homme hors du commun, car pour entreprendre cette exploration avec ce matériel rudimentaire, conçu par lui, fabriqué par lui, il fallait le faire. Il était courageux, mais à l'époque, on le jugeait quand même un peu téméraire. Il pensait que derrière la vasque d'entrée se trouvaient d'importantes galeries sèches. L'estimation de Glockner devait se révéler inexacte. La galerie était complètement noyée. Mais il avait quand même réussi à prouver l'existence d'une continuation grâce à son incroyable bricolage. Le masque, c'était tout simplement un phare de camion muni d'une double vitre. L'évacuation de l'air se faisait par deux soupapes qui n'étaient autres que deux morceaux de caoutchouc. C'est assez invraisemblable de penser qu'un homme ait osé descendre dans le gouffre du Frépuy avec un matériel aussi dérisoire. La plongée de Glockner allait marquer le début d'une longue série d'exploits. En 1946, Jacques Collot et Roger Pelletier entreprenaient une nouvelle exploration, cette fois avec un scaphandre lourd prêté par les ponts et chaussées. Une pompe à bras fournissait l'air aux plongeurs par l'intermédiaire d'un tuyau en caoutchouc. 40 ans plus tard, pour les besoins du tournage d'un film consacré à la conquête des abîmes, nous avons reconstitué cette plongée avec un matériel rigoureusement identique. Parmi les spectateurs, le pionnier Jacques Collot se souvenait parfaitement des émotions et des circonstances de sa propre exploration. J'ai eu ce scaphandre par l'intermédiaire des ponts et chaussées, un scaphandre normal avec la pompe, la grosse pompe, et puis 20 ou 40 mètres de tuyaux. Et alors là, on est parti sur le Frépuy avec les pompiers, en cas d'accident, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait, si c'était un gouffre ou s'il y avait une grande salle et tout. Alors c'est une habitude parce que moi, dans le scaphandre, je ne savais pas qu'il y avait une soupape. Puis dehors, il pompait trop vite. Puis j'ai monté au plafond. Puis après, j'ai vu la petite soupape, alors j'ai décomprimé. Puis je suis rentré dans ce boyau qui était plein de troncs d'arbres, de gros blocs. Mais j'étais tout doucement, je voyais très clair, hein, parce que j'avais un phare très puissant de camion, avec deux grosses batteries énormes. Hein. On voyait à 30 mètres dans le Frépuy, 40 mètres. Formidable d'ailleurs.
les plongées de Pelletier et Collot ne permirent toujours pas de déboucher à l'air libre. La galerie continuait et la longueur du tuyau d'arrivée d'air interdisait d'aller plus loin. Mais on disposait maintenant d'une topographie de la galerie d'accès qui confirmait la présence d'un collecteur souterrain, vraisemblablement de très grande dimension. Vers 1955, la notoriété du Frépuy commençait à dépasser les frontières de la Haute-Saône. Le comte Guy de Lavore, un des promoteurs de la plongée sous-marine, décidait de s'intéresser à son tour au problème. Son équipement, inédit pour l'époque, est aujourd'hui visible au musée de l'Avenne de Marzal, en Ardèche. De Lavore avait mis au point un habit de plongée, ancêtre des combinaisons isothermiques modernes, et il communiquait en morse avec la surface par un dispositif électrique. Muni de ce matériel révolutionnaire, il pensait venir à bout rapidement du Frépuy. Mais de mauvaises conditions météo, rendant l'eau particulièrement trouble, l'empêchèrent de faire mieux que ses prédécesseurs. Et la réputation d'invincibilité du gouffre s'en trouva fortement renforcée. Bien que souvent avortées, ces premières tentatives d'exploration démontraient l'existence d'un système hydrogéologique beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait imaginé de prime abord. Situé sous les plateaux occupant le sud-est de Vesoul, il draine un bassin d'alimentation d'une surface considérable. Malgré leur caractère hypothétique, ce sont les conclusions des pionniers du Frépuy qui furent à l'origine de la vue d'ensemble du réseau, couramment admise par les géologues d'aujourd'hui. Son fonctionnement est résumé par l'un d'entre eux, Jean-Luc Maire. Le réseau du Frépuy est alimenté en surface sur 30, 40, 50 km². C'est encore assez mal défini. C'est un grand massif calcaire, entièrement faillé, des grandes discontinuités verticales qui permettent l'infiltration des eaux de pluie, des eaux de surface. La plupart des petits ruisseaux se perdent dans ces grandes fractures et alimentent un réseau dont l'exutoire principal permanent est la fonte Chandamois. Et Frépuy, ici, ressemble un petit peu à une cheminée d'équilibre qui, de temps en temps, permet au réseau de se vidanger. Des observations attentives ont montré que, curieusement, même en période de fortes précipitations, le Frépuy est tout d'abord inerte. Ce n'est qu'après un décalage de plusieurs jours que le processus de débordement se déclenche, comme si un seuil de remplissage interne avait tout à coup été franchi. Et la violence de la crue qui s'ensuit est alors sans commune mesure avec la quantité d'eau de pluie effectivement tombée sur la région. Cela conduit à imaginer une série de déversoirs souterrains et de siphons en étage, régis par des équilibres naturels aussi précis que compliqués. C'est à la recherche de ces mystérieuses galeries que se sont consacrées plusieurs générations de spéléologues. Mais aucune des nombreuses cavernes explorées n'a pu jusqu'ici autoriser un accès direct au réseau du Frépuy. En surface, on continue toujours à dresser l'inventaire détaillé des grottes, des crevasses, des fissures, susceptibles d'être en communication avec les profondeurs du système. Près du hameau des Belles Baraques, un curieux trou souffleur avait depuis longtemps confirmé l'étendue du bassin d'alimentation. Le trou souffleur, est-ce que vous le connaissez? Je l'ai connu. Vous l'avez connu? Je l'ai connu, mais actuellement il est obstrué. Il est obstrué. Voilà. Par la route? Par la route, oui. Ah. L'élargissement de la route, évidemment, ça a été bouché. Oui, oui. Autrement, c'était dans le fossé de la route. Anciennement, c'était dans l'ancien fossé de la route. Dans l'ancien fossé de la route. Voilà. Et autrefois, quand il n'était pas obstrué, là, qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait qu'il y avait
enfin, l'absorption d'air qui arrivait. Ah oui, oui, oui. Puis ça soufflait vraiment fort. Ah oui. Et puis par la suite, d'abord que Frépuy est jeté, c'était fini. Ça arrêtait, le souffle était arrêté. Le souffle était arrêté. Voilà. Oui. Ah oui, oui. Vraiment. Le trou souffleur se trouvait à près de 4 km du Frépuy et 50 mètres plus haut que son niveau d'étiage. Le courant d'air et parfois les écoulements d'eau boueuse qui annonçaient une éruption imminente du gouffre donnaient une idée des fantastiques mises en charge qui doivent s'amorcer à l'intérieur des conduites. Autrefois, on s'amusait à camoufler le trou et mettre un sifflet pour que ça siffle. Seulement les voisins n'aimaient pas ça parce que ça faisait venir l'eau dans la cave. Ah, dis Du fait donc. qu'on obstruait le trou. Enfin, d'après ce qu'il disait. D'après ce qu'il disait. Voilà. L'eau venait dans la cave, évidemment, il n'aimait pas bien ça Ouais. non plus, c'est pas agréable. Bien sûr. Et alors actuellement, est-ce qu'il y a encore des Il y a choses... encore de l'eau qui vient dans la cave quand même, malgré que le trou est obstrué, l'eau vient dans la cave. L'eau vient dans la Il y en cave. avait presque 1 mètre d'ailleurs. Donc c'est bien un Au signe derrière. que nous sommes reliés. Voilà, qu'on est sur une rivière souterraine où il y a des cavités seulement oui. sur toute une longueur, puisqu'il y a des trous tout le long là. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Il y en a même en hauteur. Ces prospections représentent un travail de longue haleine qui prend parfois des allures de véritable enquête auprès des habitants des villages. Les cultivateurs sont en effet les mieux placés pour apporter des témoignages sur les manifestations extérieures du Frépuy et révéler des indices qui permettront peut-être un jour d'y accéder. Le Creux-Brio, c'est un trou dans un pré et aussi dans le bois. C'est un entonnoir où l'eau sort par les grandes pluies. Et ensuite, dans le pré, le lendemain environ. Je pense que ça doit être en relation avec le réseau du Frépuy. Mais le Frépuy donne avant que ça sorte dans le pré et dans le bois. Et je pense que c'est une résurgence en même temps avec le trou du bois de serre. Avec mon père, une année de grande pluie, il avait un bâton, il avait été voir le Creux-Brio, voir s'il donnait, puis il ne donnait encore pas, mais il voyait la terre qui se soulevait. Et comme avec son bâton, il a fait un trou avec son bâton, puis ça a fait un jet d'eau. Puis après, l'eau a coulé. Et M. Pétier et M. Collot étaient venus pour essayer de trouver quelque chose. Ils ont creusé environ 2,50 m, 3 mètres. Ils ont descendu, ils ont tombé sur une nappe d'eau et la roche qui baigne dans l'eau. Et quand ils ont vu ça qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin, parce qu'ils n'étaient pas équipés comme les spélos d'aujourd'hui, ils ont, pour ainsi dire, abandonné, ils ne sont jamais revenus. Très fréquemment, les prospections actuelles recoupent le passage des spéléologues de l'après-guerre. Mais elles font toujours espérer se voir signaler une entrée naturelle ouverte par le ravinement des pluies ou le passage d'une machine agricole. Alors le gouffre là, ça c'est un trou qui a été créé par les spéologues, là, Collot et compagnie, là. Et puis c'est qu'il y a au moins 30 mètres de profondeur qu'ils ont dit. Puis on peut montrer, donc on ne veut pas y aller, il ne risque rien. On peut être sûr. Ça va au Frépuy? Mais tout le monde le disait, c'est pas ça vrai, hein. C'est profond? Oh, 30 mètres qu'il racontait Collot. Vous voulez vraiment pas y descendre? Oh non, pauvre monsieur. Et pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas me perdre là-dedans. Il est trop gros. Une autre cavité, le gouffre Lachat, non loin de la ferme des Marcassins, fut longtemps considérée comme une possibilité d'accès direct aux galeries du Frépuy. C'est un gouffre, il n'y a rien pour le repérer, pas d'affleurement rocheux, pas d'arbres, rien qui permet de signaler. Et une des meilleures manières de le retrouver, c'est de compter 14 pas depuis le bord de la route. Alors on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et voilà. Alors ça, c'est un point d'accès au réseau du Frépuy. C'est un gouffre qui fait à peu près 25 mètres de profondeur. Le problème qu'il a, c'est qu'il est colmaté, tu vois. Il y a de l'argile au fond, on ne peut pas aller nulle part, c'est bouché. Ces investigations dans la Haute-Saône profonde confirment aussi la place importante qu'occupe le Frépuy dans le folklore et les croyances locales.
Il paraît qu'il y a une année, il a craché, et puis il y avait un homme par là autour, et puis il a été emporté dans le Frépuy, puis que des années plus tard, on a retrouvé les osselets, les os sur une plateforme. Où avez-vous entendu dire ça? C'était à l'école, quand la maîtresse elle nous racontait la légende du Frépuy, et puis elle nous a raconté ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ah oui. Ça a monté jusque presque au niveau de là. Enfin, Ça passait sur la route. ça passait sur la route. Sur cette route-là? Oui, la route de Serre, là. Ah bon? Le Oui, trou était c'est plein, et important. puis celui-ci pareil, quoi. Ça faisait. Et l'eau ressort de où alors? Elle sortait du deuxième trou là-bas. Ah oui. Ah oui. Et puis ici en bas aussi. Elle vient d'où? Elle doit venir de Serre, Ah oui. parce qu'il y a une grotte là-bas, il y a les comment? La grotte de Serre-les-Norois. Oui, la grotte de qu'on Serre-les-Norois. connaît bien d'ailleurs. Ah oui, oui. On connaît le réseau supérieur. Ouais. Et à votre avis, où est-ce ça part où alors cette eau-là? Il paraît que ça rejoint les regards d'eau, et puis ça repart les belles baraques, Frépuy, Champ d'Amois, et Frépuy, puis... oui. Ça Ouais, repart ouais, ici, c'est là-bas, ça. oui. En général, quand le Frépuy crache, hein. Il y a de l'eau. Ici, ça monte. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ah, mais c'est le premier coup qu'on voyait ça. Au bord de la première route fois. là-bas, le buisson, on ne le voyait presque plus, le buisson. Ah bah oui, le buisson là-bas qu'on voit là-bas. Ça passait sur la route, ça, on ne voyait plus les piquets du tout. Hein. Oui, Mais la grotte de Serre, elle vient, quand les spéologues viennent, ils viennent jusque dans notre pré, qui est de l'autre côté de la route là, Oui, Ah oui. oui. en dessous terre. La rivière, Oui, elle oui. vient jusque là. Oui, ils disent qu'il y a 2 km 700, je crois. Oui, oui, oui. Alors, depuis là, ça vient à peu près par ici, quoi. Ah oui. Ah, et l'eau passait sur la route alors. Ah oui, oui, elle passait sur la route, là. Ouais. Oui, mais ça bouillait, hein. On aurait pu faire de la planche à voile. Oui. On aurait pu aller jusqu'à Dampierre. Oh, bah si. Au début des années 70, pendant que s'étaient poursuivies les recherches en surface, les techniques des plongeurs avaient considérablement progressé. L'apparition des scaphandres autonomes offrait désormais à l'exploration des siphons des possibilités inespérées. Deux Jurassiens, Jean-Claude Frachon et Pierre Pétrequin, auteurs de nombreuses plongées dans les cavernes franc-comtoises, décidaient alors de relancer l'exploration du Frépuy. Malgré l'emploi d'un fil d'Ariane, seul moyen de retrouver le chemin du retour dans une eau troublée par les coups de palme, parcourir plus d'une centaine de mètres en siphon semblait absolument impossible. Et Frachon et Pétrequin limitaient leur topographie à cette distance, concluant une fois de plus que la galerie restait obstinément noyée. Heureusement, au fond de la grotte de Serre-les-Norois, la découverte d'importants prolongements faisait de nouveau espérer une jonction avec le collecteur du Frépuy. Connue dès 1938, cette cavité avait toujours excité la curiosité des spéléologues. Lors de leur première descente, les explorateurs de l'époque avaient eu la surprise de trouver, au pied du puits d'accès profond de 15 mètres, 3 crânes humains, sans aucune trace d'autres ossements. Leur présence était d'autant moins explicable qu'il avait fallu dégager à la pioche l'orifice du gouffre, à l'origine large de 20 cm à peine. Triple crime impuni, conséquence d'une épidémie ancienne ou vestige de quelques sacrifices rituels, le mystère n'a jamais été éclairci. Mais le grand intérêt de la caverne résidait surtout dans l'existence d'un ruisseau qui restait à explorer. En quelques années,
une série d'expéditions permettait de topographier 1,5 km de galeries. Et à partir de 1965, les efforts conjugués des groupes d'Héricourt et de Vesoul doublaient ce développement. On savait maintenant que le ruisseau était en fait un affluent d'un cours d'eau qui semblait s'écouler en direction du Frépuy. Particulièrement boueuse, la rivière souterraine de Serre-les-Norois serpente à travers de nombreux talus d'argile de décalcification. Son cours est entrecoupé de vasques, formant parfois des voûtes mouillantes. Et certaines d'entre elles durent plus d'une fois être forcées avec les grands moyens. On y va, Jean? Allez. Au fil de ces dynamitages, l'exploration avançait régulièrement. Mais elle finissait par s'arrêter sur un laminoir impénétrable dans lequel l'eau disparaissait. Pour apporter la preuve certaine d'une communication avec le Frépuy, il ne restait plus qu'une seule possibilité, une coloration à la fluorescéine. Une très faible quantité de produit suffit pour teinter plusieurs milliers de litres de liquide. Mais devant l'envergure de l'opération, il avait été décidé d'en injecter 5 kilos. Le contrôle du passage éventuel du colorant en d'autres endroits supposait une surveillance permanente de toutes les résurgences du secteur. Une large campagne d'information avait permis de s'assurer le concours des populations rurales. Parallèlement, tous les points de réapparition possibles furent munis de fluocapteurs. Conçus à base de charbon actif, ils pourraient fixer la moindre trace de fluorescéine. On aurait ainsi confirmation de son passage, même si celui-ci survenait la nuit ou en l'absence de toute observation directe. Deux semaines après l'injection, la fluorescéine réapparaissait au niveau de la résurgence du réseau, la fond de Champ d'Amois, soit à plus de 15 km de distance. Des indications complémentaires, spontanément fournies par quelques témoins, précisaient encore le parcours supposé du colorant. Enfin, l'analyse systématique de tous les fluocapteurs mis en place aboutissait à l'établissement d'une carte théorique de l'ensemble du système. La faible vitesse de circulation de la fluorescéine, rapportée au contexte géologique, ne pouvait s'expliquer que par l'existence d'une gigantesque masse d'eau souterraine. Mais surtout, il devenait possible d'en comprendre les fluctuations et d'en décrire le mécanisme interne. Le Frépuy est bien une soupape de sûreté naturelle, sorte de cheminée d'équilibre placée sur le parcours d'un très gros collecteur souterrain. Ces eaux réapparaissent au jour à la fond de Champ d'Amois, 3 km plus loin. En période de forte pluie, l'exiguïté des fissures de sortie ne permet pas d'évacuer normalement toute l'eau du collecteur. La mise en charge des galeries provoque alors son refoulement vers l'exutoire de sécurité, en l'occurrence le Frépuy, qui déborde en donnant naissance à une rivière temporaire de surface. Consciente de disposer d'une réserve d'eau inappréciable, la municipalité de Vesoul décidait en 1967 la construction d'une station de captage de conception nouvelle. Traitées par des systèmes utilisant l'ozone, les eaux du Frépuy alimentent depuis lors près de 25 000 personnes. Daniel Sassi, responsable municipal, évoque le fonctionnement de cette usine des eaux.
Eh bien, on peut dire que la station, disons, de la ville de Vesoul est une unité très performante. Nous avons 3 générateurs d'ozone qui nous permettent de stériliser d'une façon complète l'eau potable que nous distribuons à l'agglomération vésulienne. Nous contrôlons certains paramètres au niveau de l'eau brute. Nous contrôlons en permanence, par exemple, la turbidité de l'eau. La municipalité nous a donné, disons, des moyens encore un peu plus performants. Nous allons mettre en place, par exemple, un appareil que l'on appelle truitotest, qui va nous permettre, disons, de contrôler la qualité physico-chimique de l'eau. D'autre part, on va contrôler les fluctuations au niveau de la fonte chaude-à-mois. Vous voyez, disons que nous sommes toujours à la pointe du progrès. En 1973, un camping-car allemand s'installait aux abords du gouffre. À la demande des spéléologues vésuliens, Joren Hasenmayer avait accepté de s'attaquer au Frépuy. Ces images de la télévision régionale, alors diffusées en noir et blanc, faisaient découvrir aux Franc-Comtois un des plus grands spécialistes mondiaux de la plongée en siphon. L'équipement d'Hasenmayer avait été principalement fabriqué et mis au point par lui-même. Il utilisait une combinaison à volume constant, qui lui évitait d'être mouillé et autorisait donc des plongées beaucoup plus longues. Ces bouteilles en alliage spécial, conçues au départ pour l'aviation, étaient capables de supporter des pressions de gonflage très élevées, doublant l'autonomie habituelle. Son casque anatomique et ses rampes d'éclairage au cadmium-nickel lui donnaient une allure bien différente de celle des plongeurs classiques. Pour la première fois, on pouvait véritablement parler de spéléonaute. En guise de fil d'Ariane, Hasenmayer emportait des rouleaux de fil de fer. En cas de rupture, il était certain de le retrouver au fond de la galerie, alors qu'un fil de nylon coupé, flottant entre 2 eaux, aurait pu rester introuvable et l'aurait condamné à une mort certaine. Les trop nombreux exemples d'exploration tragique, dus à la rupture du fil guide, avaient inspiré à Hasenmayer cette astuce technique. Le Frépuy trouvait cette fois un adversaire à sa mesure. Au cours d'une plongée suspense de près de 5 heures, le spéléonaute allemand réalisait une véritable performance. À peine revenu au jour, il commentait son exploration. J'ai fixé mon fil de fer à le point 140 de l'entrée, à le fil de nylon qui reste déjà. Cette fois, j'ai eu 5000 litres d'air. 5000 litres d'air dans une profondeur de 2 mètres par exemple, c'est trop long. Ce sont 200 minutes, 3 heures et 20 minutes. Je respirais très lentement sous l'eau. Le siphon entre 570 et 650 est très intéressant parce que la galerie tourne à 180 degrés. Parce que ce siphon a la direction toujours la même chose. Très lentement, elle est profonde et la direction est toujours à droite. Et
900 mètres. C'est le dernier siphon que j'ai fait. Et cet siphon, j'ai fait 220 ou 30 mètres. Et ce siphon tombe peu à peu, très lentement, jusqu'à 27 mètres. Au total, Haselmayer avait reconnu 800 mètres de galerie en amont et 300 mètres en aval. Un résultat sans précédent et qui laissait toujours entrevoir une suite. Car les points extrêmes atteints par le plongeur allemand avaient été imposés par la réserve d'air et non par un obstacle infranchissable. Au fond du Frépuy, tout restait à découvrir. Vers 1978, la prise de conscience de la vulnérabilité des eaux souterraines, en proie à une pollution grandissante, conférait un intérêt supplémentaire à la compréhension des réseaux hydrologiques du sous-sol. Le système du Frépuy fournissant quotidiennement de l'eau à l'ensemble de l'agglomération vésulienne, il devenait primordial de préserver son bassin d'alimentation de la menace des engrais chimiques, des rejets industriels et des égouts des villages. Et par conséquent, de déterminer avec précision les origines et les ramifications des conduites souterraines. On s'apercevait aussi du danger représenté par les rejets de certaines localités, directement placées sur le cours du Frépuy. À Neurel-et-Lademy en particulier, la présence d'un hospice départemental pouvait accroître les risques de contamination. Le maire du village, M. Guyon, témoigne de l'action entreprise. Il a été constaté par des colorations que les pertes de la commune de Neurel-et-Lademy, les pertes en eau polluée, étaient retrouvées une quarantaine d'heures après à Champ-d'Amois. Donc ces pertes qui avaient lieu ici, dans cet emplacement, il a été décidé par la municipalité consciente de la pollution, puisque Champ-d'Amois alimente en eau potable la ville de Vesoul, de Quincey et de l'environnement, de faire une station d'épuration qui sera donc implantée sur ce lieu afin de traiter l'ensemble des eaux usées de la commune de Neurel-et-Lademy et de l'établissement qui est implanté sur ce lieu. Ce sont des eaux polluées surtout médicales et il était donc conscient pour les agriculteurs de traiter au mieux cette eau. Ce projet de construction d'une station nouvelle a finalement évolué en un raccordement direct au réseau d'épuration du district de Vesoul. Mais il montre bien qu'une prise de conscience essentielle est en cours, à laquelle les travaux des spéléologues ne sont certainement pas étrangers. Alors on peut dire qu'à l'heure actuelle, personne est à l'abri d'une pollution accidentelle. C'est pourquoi nous sommes très attachés à suivre les opérations faites sur le terrain par les spéléologues et les plongeurs afin d'affiner nos moyens de protection pour délivrer toujours à la population vésulienne une qualité d'eau toujours identique. C'est parce qu'il était conscient de la nécessité d'une telle collaboration qu'Haselmayer revint aussi régulièrement en Haute-Saône. Il s'intéressait aussi à la résurgence de Champ-d'Amois, espérant réaliser une jonction avec la branche aval du Frépuy. Sa plongée de 1975 fut marquée par un incident qui aurait pu être dramatique. Trompé par un profondimètre défectueux, Haselmayer pensait être descendu à 25 mètres, alors qu'il avait en fait dépassé moins 50. Les paliers indispensables n'ayant pas été observés, la remontée au jour faillit lui coûter la vie. À sa sortie, la lenteur de sa progression laissait deviner que quelque chose d'anormal s'était produit. Haselmayer dut replonger aussitôt pour reprendre les opérations de décompression avant d'être évacué sur un centre de secours disposant d'un caisson pressurisé. Son expérience et son sang-froid hors du commun avaient pour cette fois évité le pire. Dans le Frépuy,
Chacune des plongées du spéléonaute allemand fut au contraire une réussite, qui venait augmenter le développement des galeries connues. En 1980, celui-ci atteignait plus de 3 km. Malgré ces résultats, le matériel d'Haselmeier conservait toujours un caractère presque artisanal. Son équipement n'avait que très peu évolué par rapport à ses premières incursions. Et en dépit de ses exceptionnelles capacités, Haselmeier se trouvait maintenant, sinon dépassé, du moins égalé par la nouvelle génération de plongeurs qu'il avait lui-même fait naître au gré de ses exploits. Parmi ses émules, Francis Le Guen, depuis 1985, a repris à son compte l'exploration du Frépuy. Ces images ont été tournées parfois très loin de l'entrée. Elles illustrent les conditions d'exploration extrêmes que doivent affronter les plongeurs de siphon. L'eau qui se trouble rapidement complique la progression et fait d'un simple relevé topographique une véritable prouesse. Mais surtout, elle compromet parfois totalement la visibilité et rend presque toujours incertain le retour vers la surface. Bénéficiant d'une technologie de pointe et d'un matériel très sophistiqué, Le Guen portait le développement de la branche amont à 1270 mètres. Quelques années plus tard, le 10 octobre 1989, il parcourait 420 mètres supplémentaires.
Sa plongée, longue de près de 7 heures, l'avait entraîné à 1690 mètres du jour. À la fond de Champ d'Amois, qu'il avait décidé, comme Hasenmayer, d'explorer en alternance avec le Frépuy, Francis Le Guesne dressait le bilan de cette nouvelle exploration record. Voilà, j'ai dépassé le terminus connu dans le Frépuy, j'ai été jusqu'à 1700 mètres, c'est-à-dire que j'ai rajouté en 2 ans 700 mètres dans une galerie qui est très profonde puisqu'on est à moins 41 mètres. C'est très gros, c'est environ 6 mètres par 5 et ça continue plein sud et je pense qu'on va aller encore beaucoup plus loin dans ce réseau. J'ai pas eu trop de problèmes à part le fait que j'ai perdu le fil d'Ariane à 1000 mètres de la sortie, ce qui était un petit peu angoissant. Mais à part ça, aucun problème et je suis resté 6h30 sous l'eau. À Champ d'Amois, Le Guesne s'était donné pour objectif de dépasser les 300 mètres atteints par Hasenmayer 10 ans plus tôt. La chance aidant, il espérait lui aussi repérer un départ de galerie, susceptible de permettre de rejoindre une des branches aval du Frépuy. Mais sa plongée allait prendre une toute autre orientation et déboucher sur une découverte complètement inattendue. À 56 mètres de la surface, Le Guesne identifiait un gisement paléontologique de première importance, réunissant pêle-mêle dents, vertèbres et ossements de mammouth. Leur origine, pour le moment encore mystérieuse, rejoint l'énigme que pose toujours aux explorateurs l'accès au cœur du système. Quelques mois plus tard, les plongeurs archéologues des antiquités préhistoriques de Franche-Comté remontaient à la surface une série d'échantillons. Examinés dans des laboratoires spécialisés, ils devraient permettre une identification et une datation plus précises. L'explication de la présence dans la résurgence du gouffre d'une telle quantité d'ossements de mammouth découlera peut-être de ces analyses. D'ores et déjà, il pourrait être envisagé de réunir et de mettre en valeur localement les pièces les plus caractéristiques de l'étonnante trouvaille du plongeur parisien. Francis Le Guesne est déjà détenteur d'un record mondial, avec un siphon parcouru sur 5700 mètres en Australie. Mais pour lui, le réseau du Frépuy continue de représenter une exceptionnelle perspective d'exploration. Je pense qu'on a là le plus long réseau noyé d'Europe. Il est encore possible avec la technique actuelle de dépasser ce terminus. Il faudra envisager des plongées de 10 à 12 heures. Mais c'est encore possible et on va revenir les années suivantes. On ne peut rêver plus bel hommage au vieux gouffre, toujours invaincu, et à tous ceux qui, depuis plus d'un demi-siècle, ont tenté de le conquérir.